Univ Jeune 3. Bienvenue Pierre-Jean Versden. Merci de me recevoir. C'est avec plaisir, c'est avec plaisir. Pourriez-vous vous présenter? Je m'appelle Pierre-Jean, j'ai 42 ans, je suis sénateur du département de l'Aisne et je suis également conseiller départemental. Merci beaucoup aussi donc, de nous recevoir, d'accorder la parole aux jeunes et à notre média étudiante. Qu'est-ce que vous en pensez un petit peu de ce projet qu'on entreprend avec les étudiants? Alors, en vérité, je ne connais pas le détail du projet. Moi, vous m'expliquez grosso modo ce que c'était. Par principe, j'ai trouvé le concept sympa. Parce qu'évidemment, dans la génération qui est la mienne, je ne suis pas encore trop dépassé ou périmé, non, mais je vois bien que les outils de communication auprès des plus jeunes, qui ne regardent plus la télé, qui ne regardent plus trop Facebook, voilà, moi, tout média, toute situation qui permet de parler ou d'échanger, je suis évidemment preneur. Et nous sommes très ravis de vous accorder de l'importance aux étudiants dans le jeu politique. Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir sénateur? Pas grand-chose. Moi, j'ai fait des études de commerce. J'ai commencé à travailler dans le privé. Et je suis devenu maire d'une commune, Crécy-sur-Serre dans l'Aisne, 1500 habitants. Alors ça fait peut-être petit vu de certains territoires, mais c'est un chef-lieu de canton dans l'Aisne. Et j'ai été élu maire en 2014. Et puis en fait, c'était allé assez vite. J'ai été élu président d'Interco, j'étais élu au département, président des maires de l'Aisne, etc. Donc je me suis présenté, la suite logique, si je puis dire, a été de se présenter au sénatorial en 2020. Mais c'est pas, j'y pensais pas depuis tout petit, quoi. Et vous comptez vous représenter pour les prochaines élections? Ah, je peux pas, faut pas spoiler les trucs là, c'est trop tôt. Okay. Non, mais normalement, oui, dans toute logique, oui. Ok. Mais si vous nous dites si vous voulez qu'on coupe au montage. Non, mais non, je rigole. Okay. Selon vous, est-ce un métier et est-il reconnu à sa juste valeur? Est-ce un métier? Je pense plutôt que oui. Alors, je sais que c'est très énervant quand on dit ça. Peut-être qu'en tant que parlementaire, moins, mais en tout cas, si vous êtes président d'une intercommunalité, maire d'une grande ville, président d'un département, d'une région, ouais, je pense que c'est un métier. Parce qu'il faut comprendre comment les rapports de force fonctionnent, il faut comprendre comment les sujets s'abordent, il faut comprendre les gens qu'il faut rencontrer, et puis il faut savoir expliquer les choses. Genre, c'est quoi un bon élu? Pour moi, c'est pas quelqu'un qui connaît tous les sujets de A à Z. D'ailleurs, ceux qui sont comme ça m'inquiètent plutôt. Un bon élu, c'est quelqu'un qui essaie de comprendre ce qui se passe et qui est plutôt un chef d'orchestre, qui se concentre sur 2, 3, 4 sujets dont il s'empare. D'accord, justement, j'allais vous poser la question, selon vous, c'est quoi un bon sénateur? Et donc vous considérez cela comme un métier. Est-ce qu'il y a une conviction qui vous anime? Oui. Je ne considère pas ça comme un métier, mais ça demande du professionnalisme. Oui, c'est ça, du professionnalisme. Voilà, ouais. Mais est-ce qu'il y a une conviction qui vous anime et qui fait que vous soyez là aujourd'hui et que vous aimez ce que vous faites? Je crois que la politique, à un certain moment, en fait, ça vous prend. C'est un truc de passion. Et donc, quand vous aimez ça, vous y donnez du temps. Alors, vous avez la chance que ça fonctionne ou pas. Mais c'est pas un choix, c'est pas une fierté. C'est un truc que j'ai en moi. Voilà, tout simplement. Demandez à quelqu'un qui croit en Dieu pourquoi il croit en Dieu, il sait pas vous le dire. Bon, moi, je sais pas. La politique me passionne. Oui, pourquoi j'en sais rien, mais c'est comme ça. Oui, c'est super intéressant. Et parce que là, on pose les questions un petit peu sur votre parcours personnel, sur vraiment votre personnalité. Ouais. Et dans ce contexte, j'aimerais savoir quel est votre livre préféré et si vous avez un conseil à donner aux jeunes d'aujourd'hui. Alors, mon livre préféré, évidemment, ça va plutôt être le dernier que j'ai lu. Okay. C'est pas le dernier, mais c'est pas le dernier. Ce sont Les mains du miracle. Ça a été écrit par Joseph Kessel. C'est l'histoire incroyable et vraie du kiné de Himmler, vous savez, qui était le chef de la SS sous le Troisième Reich. Et en fait, le kiné a réussi à sauver des dizaines de milliers de gens, puisqu'il était le seul à pouvoir soulager les douleurs d'Himmler. Et Joseph Kessel raconte sa vie. Et ça m'a passionné. Donc c'est la lecture que je conseillerais, c'est celle que j'ai lue il y a pas longtemps. C'est un peu la nature humaine et quelque chose de miraculeux, non? Mais alors moi, ce que j'aime quand je lis, j'ai besoin de comprendre là où je suis. Si plutôt ça se raccroche à des choses réelles, je préfère encore. Et puis ça en dit long sur l'âme humaine, oui. Oui, mais vous voyez comment le pire des pires peut avoir des gestes d'humanité, comment le meilleur des meilleurs peut avoir des gestes d'inhumanité, d'ailleurs. Ça en dit long sur l'âme.
Et du coup, avez-vous un conseil ou un mot à adresser à la jeunesse Non, mais moi, j'ai pas la prétention d'adresser des mots à la jeunesse. Ce que je sais, c'est que il y a à mon sens quelques petites choses qui sont importantes, en tout cas pour la vie professionnelle. Il faut être curieux. Et ça, on l'a en soi ou pas. Hein. Faut être curieux. Faut être ouvert. Mais quand je dis ouvert, ça veut dire qu'il faut être plutôt de bonne humeur. Il faut plutôt être tourné vers l'autre. Et quand on a ces deux trucs-là, en général, il peut se passer que des trucs positifs. D'accord, c'est super inspirant. Est-ce que, quels sont les... Donc là, on passe aux sections relatives à la politique générale et aux enjeux des élections. Et pourriez-vous nous développer un petit peu quels sont les enjeux des élections qui arrivent, que ce soit municipales ou sénatoriales? Ça mélange tellement de choses différentes. Non, mais à la fois, chacun a son sujet à soi, et à la fois on vit tous dans le même pays. Donc il faut à la fois quelque chose de très collectif et de très individuel. Si vous prenez les élections municipales, l'autre fois il y avait un sondage dans les Échos, mais qui je trouve résume tellement bien l'affaire. Donc toutes les questions étaient sur la ville de demain, est-ce que c'est le truc écolo, est-ce que c'est la mobilité? Non, non, ce qui arrive en tête loin et très loin devant tout, c'est que je veux que ma rue devant chez moi soit bien entretenue et propre. Voilà. Donc voilà, ce sont les deux grands sujets des plus petits. Après, si vous me parlez d'élections futures, sénatoriales peut-être pas, mais en tout cas présidentielles, les enjeux de demain, je crois que les choses sont en train de bouger considérablement. Longtemps, ça a été les sujets d'économie, de chômage. Je crois qu'on est arrivé dans quelque chose, et je dis pas ça de manière terne, mais dans quelque chose de l'ordre de la civilisation. Est-ce qu'on vit ensemble? Comment on vit ensemble? Avec qui on vit ensemble? Sur quels principes? Je crois que c'est ça qui transperce aujourd'hui la société, avec des points de vue radicalement différents. Le truc le plus dingue, politique depuis 2 ans, enfin depuis 20 ans, mais qu'on voit depuis 2 ans, ce sont les scores aux élections législatives. Vous êtes dans un département rural comme le mien dans l'Aisne, vous êtes candidat RN, vous faites 60% au premier tour, c'est comme ça. Vous êtes candidat LFI dans une grande banlieue de métropole, vous faites 70% au premier tour. Vous êtes candidat Macron, vous êtes là dans le 6e arrondissement à Paris, vous pouvez encore gagner plutôt bien en fait. Mais pourtant, ces trois mouvements politiques ont des positions mais radicalement différentes, aux antipodes. Et pourtant, vous avez d'un côté 60%, de l'autre 70%. Ça veut dire qu'on vit dans le même pays, mais qu'on vit plus les mêmes choses. Et ça, c'est un sujet de fracture territoriale assez monumental pour les années à venir. Mais justement, cette bipolarisation, on peut qualifier cela, est-elle un problème ou que ce soit là cette fracture territoriale ou plutôt un signe de démocratie en France? Non, je pense que c'est un problème. Un problème. C'est un problème. Je ne pense pas que tout doit être futile, mais quand on arrive à des sujets de civilisation, de avec qui on vit ensemble et comment, c'est qu'on est dans le dur. Et c'est que, c'est qu'on touche à des choses assez importantes. Et cette fracture territoriale, mais non, elle est catastrophique. Et en fait, la vérité, c'est on a perdu un peu le fil commun dans ce pays. Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Alors, les grands mots, c'est très théorique. Mais moi, je définis la France comme ça. On est le pays du bonheur individuel et de la dépression collective. Il y a quelqu'un, ça va, toi? Ouais, finalement, ça va. Et le pays, ça va? Catastrophe, horrible. Rien qui va. Bon, voilà. On a cette espèce de paradoxe assez dingue. D'accord. Il faut arriver à lever, c'est ça tout l'enjeu de la fête. Justement, j'allais vous poser la question, mais comment on peut régler ce problème? Et est-ce que vous... mais le jour où je vous réponds, je suis candidat à la présidentielle. Ah oui, c'est ça. En tant que sénateur, est-ce que vous avez le moindre impact ou une volonté de changer les choses ou... Eh oui, évidemment, évidemment. Mais déjà, on essaie de le faire. On essaie de le faire à son niveau. On essaie de le faire dans une commune. On essaie de le faire à l'échelle d'un département. Et d'ailleurs, c'est un truc de la société d'aujourd'hui. Quand je dis on a perdu le fil, c'est que quand une société va pas bien, les gens regardent plus ce qu'ils ont, alors pardon du mot, mais dans la gamelle ou chez eux, ils regardent que ce qu'il y a chez l'autre. Ils ne regardent plus que ce qui se passe, chez l'autre. Et vous parliez tout à l'heure de la jeunesse. Moi, plutôt que d'aller changer le monde, et c'est très bien de vouloir changer le monde, il faut déjà changer la vie de ses voisins. Voilà, le truc démarre comme ça. Mais évidemment, moi, que voulez-vous, l'ambition que j'ai, mais que j'imagine qu'elle est partagée par beaucoup.
c'est qu'on arrive à vivre. Ça fait un peu bisounours, en tout cas à coexister ensemble sans que ça pose de difficultés, quoi. Oui, et aussi l'acte, ça doit passer par l'individu et ensuite le groupe et enfin chaque échelle compte en fait dans le. Non, mais moi, si vous voulez, je suis un type de droite. Donc, comment je définis la gauche et la droite? La gauche, c'est un espèce d'entonnoir à l'envers. Vous partez. D'ailleurs, en fait, ce sont des gens extrêmement réalistes, beaucoup trop réalistes. C'est bon, vous partez avec des inégalités dans la vie, et puis, au fur et à mesure, toi, si t'es bon, on va te tasser un peu, si t'es pas bon, on va te pousser un peu, puis faire un truc comme ça, l'entonnoir au bout. Bon, la droite, c'est tout l'inverse. C'est un monde un peu utopique, au final, contrairement à ce qu'on pense. On rêve de bâtir une société où, quand quelqu'un démarre dans la vie, il a à peu près les mêmes chances, et selon ses talents, son travail à jeun, il réussira différemment. Et pour le coup, c'est l'entonnoir, à mon sens, à l'endroit. Et la gauche part d'un constat faux. La gauche pense que l'homme est bon, elle pense que l'homme il est partageur. Mais l'homme il n'est pas comme ça. L'être humain il n'est pas comme ça. Ça serait comme depuis 2-3 000 ans. Voilà. Donc l'homme il a besoin d'un cadre pour exercer sa liberté, pour que son bonheur puisse se réaliser. Je suis parti là-dedans, je me souviens plus de la question. C'était quoi? Même moi C'était. Oui, comment vous comptez vous faire, enfin, changer les choses à l'échelle, enfin, même individuelle, et ensuite groupe. Bon, voilà, donc c'est important, quoi. Donc je finis, je suis droite, je suis un type qui pense que le bonheur collectif n'est que l'addition des bonheurs individuels. Voilà. D'accord. Et tous ceux qui ont voulu faire le bonheur au nom des autres et pour des groupes, ça se finit jamais bien. Hein. Et la question qui en découle justement, c'est croyez-vous en la méritocratie justement? Donc c'est quelque chose, comme vous avez dit, c'est de droite. Si vous croisez, en France, si vous croisez une personne qui m'explique que la méritocratie, il n'est pas pour, faut le pas savoir. Okay. Évidemment que c'est le sens de l'affaire. Mais est-ce que c'est possible en France? Est-ce que ça existe? Est-ce que c'est Eh oui, ça existe. Mais évidemment que ça existe encore. D'accord. Mais quand je vous disais qu'on a un pays de la dépression collective, on ne sait plus regarder que ce qui ne va pas. Bon. Mais c'est important de regarder ce qui ne va pas. C'est pas non plus un élu bisounours qui vous dirait tout est formidable. Bon, le type, il faut pas qu'il se présente. Déjà, il gagnerait plus. Mais quand on veut avancer dans la vie, il faut regarder le verre à moitié plein. C'est-à-dire, si vous allez voir quelqu'un qui est malade, un proche qui est malade, si vous rentrez dans la chambre et puis vous le trouvez pas bien, et vous lui dites t'as pas l'air d'aller bien, je la sens pas trop l'affaire. Vous n'allez pas l'aider beaucoup, quoi. Faut bien l'expliquer, mais si ça, tu vois là. On a besoin de ça, on a tous besoin de ça, de se rattacher à des choses positives. Il faut s'appuyer sur ce qui marche, pas en étant bisounours, mais il faut quand même regarder ce qui marche et s'appuyer là-dessus. Donc évidemment que la méritocratie, elle fonctionne pas assez, hein. On pourrait peut-être en reparler. On a un pays ankylosé plein de choses. Enfin, c'est encore possible. Hein. D'accord. Dieu merci. Oui, c'est ça. Pas Dieu qui n'a rien à voir avec la République.